Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de l'aéroport d'Istanbul. Bon voilà, malheureusement l'embarquement m'a été refusé ce matin parce que je n'avais pas de test PCR. Voilà, je dois rentrer en France tout simplement. Et bah voilà, tu sais ou tu le sais peut-être pas, mais en ce moment c'est très compliqué de voyager parce que en fonction des sources que tu lis pourtant officielles, que ce soit le site du consulat, du gouvernement, de l'ambassade, ce que tu veux, des fois tu as des sources qui se contredisent. Et je pensais sincèrement qu'il n'y avait pas de test PCR et il en fallait un, donc pas d'exception. On te refuse l'embarquement, tu en fais un à l'hôpital, au sous-sol, au rez-de-chaussée, au moins un de l'aéroport, et ton vol est reprogrammé. Donc j'ai 24 heures en fait, puisque mon vol est reprogrammé 24 heures plus tard. Donc ce qui fait que je suis dans un hôtel mieteux de l'aéroport, juste à côté de l'aéroport, dans des zones où il n'y a rien à faire. Et en étant là, je me suis dit merde, j'ai complètement oublié de te tourner cette vidéo dans laquelle je te présente le nouvel investissement que j'ai fait dans une startup. Je crois que c'était au mois de novembre. Ouais, c'est ça, novembre 2020. Et je vais tout te dire du coup dans cette vidéo. Je vais te dire pourquoi j'ai investi dans cette startup, même si tu vas voir qu'au début elle me plaisait pas vraiment, parce que c'est pas que je la comprenais pas, mais je me sentais pas concerné dans le sens où j'étais pas du tout client de ce produit-là, que j'avais pas l'impression qu'il y avait un aussi gros marché. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir que c'est assez hallucinant comme chiffre. Je vais te dire comment je l'ai trouvé comme d'habitude, quelques critères qui m'ont permis de l'analyser moi personnellement, etc., etc. Donc voilà, pour pas tourner autour du pot, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est que tu vas poser ton premier petit like, ton premier pouce bleu sous cette vidéo, histoire de donner de la force. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, et je vais te dire tout de suite quelle est cette startup. Cette startup, elle s'appelle My Yoga Teacher. Donc tu vois tout de suite pourquoi peut-être je me sentais pas concerné. C'est que moi le yoga, je suis pas du style à faire le miracle morning, à me lever à 5 heures et puis allez, je rentre dans les clichés, à croiser les doigts, fermer les yeux et puis penser à Bouddha. Bon là c'est bon, j'ai fait mon petit cliché de mec qui sait pas ce que c'est que le yoga. Non, le yoga bien évidemment c'est pas ce que je viens de te dire, c'est bien plus que ça. Mais en fait voilà, moi je suis pas du tout client de yoga, donc en fait c'est pas quelque chose dans lequel je me suis identifié, et j'avais même pas idée jusqu'à cet investissement que ce marché du yoga était un marché aussi gigantesque dans le monde. Donc rapidement je vais te montrer le site internet. Tu vas voir que c'est un site vraiment très très simple. Donc le nom du business, My Yoga Teacher. Et quelle est la vocation donc de cette startup? C'est tout simplement de mettre en relation des clients américains qui veulent faire donc du yoga avec des profs qui sont non pas aux États-Unis mais bel et bien en Inde. On peut en voir ici quelques-uns avec leurs photos, et le tout en visioconférence. Donc tu es aux États-Unis, tu veux faire du yoga, tu planifies ton cours de yoga avec un prof qui est en Inde, et tu fais ça en visioconférence. Donc ça peut te paraître un petit peu étrange peut-être, surtout si comme moi tu n'es pas du tout un fan de yoga, et surtout tu peux te dire pardon, ah ouais mais attends, mais il y a des startups qui font ça, et ça peut marcher. Moi c'était vraiment ma réaction au début, de me dire ce genre de startup ça ne peut pas être valorisé plusieurs milliards, ça ne peut pas valoir quelque chose de bien foufou. Bref, ça vaut pas le coup d'aller risquer un capital dans ce genre de startup, dans ce genre d'idée. Pour moi il y avait des débouchés qui étaient beaucoup trop faibles. Et en me penchant sur le business plan, sur la présentation de la startup, je me suis dit ah ouais, c'est quand même bien plus puissant que ce que je ne pensais, et je vais donc te partager tout ça. Je t'ai présenté la startup, je regarde un petit peu mes notes, je triche, voilà. Quels sont les fondateurs? Les fondateurs sont, je vais découper la vidéo en plusieurs axes. Donc, qui sont les fondateurs? Ensuite, les 5 critères que j'analyse comme d'habitude: le need, le besoin, pardon, la barrière à l'entrée, le contrôle que les fondateurs ont sur la startup et l'évolution de la startup, la possibilité de scaler, donc d'avoir de plus en plus de clients, et la possibilité de déléguer. Et ensuite, je te dirai comment j'ai trouvé cette opportunité, et je te dirai également quelques informations sur les chiffres et les perspectives. Donc la première chose, c'est qui sont les fondateurs? Et déjà, ce sont 3 fondateurs qui ont déjà des affinités avec le monde des startups, puisque le premier fondateur, il a déjà revendu une startup. Il a une autre startup qui est valorisée à 350 millions de dollars, et celle-ci c'est sa 3e startup. Donc il a quand même un petit peu d'expérience dans le milieu des startups. Le deuxième fondateur a construit, en tout cas a aidé à construire une plateforme de streaming sportif qui a vraiment bien cartonné. Et le troisième fondateur est un ancien ingénieur de la NASA. Donc ça nous fait une belle équipe qui, on va dire, n'en est pas à son coup d'essai et sait comment, on va dire, développer déjà des plateformes de streaming, puisque tu l'as compris, cette startup met en relation via une visioconférence des professeurs indiens et des clients américains. Bref, on voit qu'on a affaire à des gens qui sont quand même assez expérimentés. Rentrons tout de suite dans les différents critères que moi j'aime bien regarder pour tout business, pas forcément pour les startups, mais ce que j'appelle le NEXT, pas avec un X mais CS, N-E-C-S-T, Need, On Try, Control, Scale, Time, tout ce que je viens de te dire au début de la vidéo pour déléguer, scaler, etc., le contrôle que tu as sur ta startup. Donc le premier, c'est le besoin. Au début, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de besoin de cours de yoga. Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui fait des cours de yoga en visioconférence? Honnêtement, quand au début on m'a présenté la startup, comme je te disais, je trouvais ça un petit peu claqué. Et en fait, en regardant, il y a énormément de besoins. Et en fait, étant donné que je suis pas client, je vais m'asseoir comme ça, je peux regarder mes notes tranquillement.
étant donné que je suis pas client, je me suis dit, bah, il y a peut-être des gens, mais pas forcément beaucoup. Et en fait, le marché du yoga, c'est 300 millions de pratiquants dans le monde. Donc 300 millions, c'est juste énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché du yoga aux États-Unis, ça représente 18 milliards. C'est un marché de 18 milliards. Hop, je sais pas pourquoi Siri s'est ouvert. On va l'éteindre. Ce que j'ai trouvé sur le web. Voilà, donc c'est un très très gros marché qui est en croissance, qui avant le coronavirus était en croissance de 15% par an. Et en fait, le coronavirus a même accéléré cette tendance, puisque le fait que les gens soient confinés chez eux, le fait que les gens n'aient pas le choix, ne puissent pas sortir, ça a accéléré cette tendance du sport à la maison, des hobbies, du fitness à la maison. Et donc, il y a une tendance qui est de plus en plus accélérée, notamment donc sur le yoga à la maison. Donc, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais les prévisions estiment que le marché du yoga pourrait valoir 66 milliards de dollars en 2027. Donc, c'est un très très gros marché. On ne parle pas simplement de quelques personnes qui font du yoga de temps en temps. Non, c'est extrêmement huge, comme diraient les Américains. Le deuxième critère, c'est la barrière à l'entrée. Est-ce que finalement, on peut facilement venir concurrencer cette startup? Est-ce que c'est quelque chose où on peut venir les mettre en danger assez rapidement? J'ai envie de dire pas réellement, parce que leur plus-value en fait, et c'est ça qui fait vraiment la différence avec toutes les autres plateformes de yoga, parce que finalement il y a déjà plein de plateformes aux États-Unis sur le yoga, c'est quelque chose de très 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 courant. En fait, ce qui fait vraiment la différence sur cette startup, c'est leur relation directe avec le pays qui est l'Inde. C'est-à-dire qu'ils vont chercher directement des professeurs en Inde, ce sont des vrais Indiens, et ça c'est vraiment quelque chose de très différent, parce que si tu ne le sais pas, en Inde, il y a vraiment une culture également autour du yoga, autour de, comment on appelle ça, je sais plus, bref, autour de toute cette culture. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que tous les autres concurrents aux États-Unis n'ont pas cette connexion directe avec l'Inde. Donc selon moi, c'est vraiment ce qui fait leur gros point fort, et ce qui fait qu'on peut pas forcément facilement les concurrencer, parce que autrement, au-delà de ça, après l'infrastructure, je te l'ai montré, c'est simplement un site web. Tout le monde peut faire un site web et puis essayer entre guillemets de vendre des cours de yoga en mettant en relation des clients et des professeurs. Et ça, c'est ce qui existe aux États-Unis. Donc pour moi, la barrière à l'entrée, elle est là, et c'est super intéressant. Le contrôle, est-ce que cette startup a entièrement le contrôle sur tout ce qui se passe? Est-ce qu'elle dépend de quelqu'un? Est-ce qu'elle peut être inquiétée par un tiers? Je ne sais pas, quelqu'un dont... Voilà, donc de qui elle dépend finalement? Pour moi, pas vraiment, parce que c'est 100% son propre site, elle dépend de personne. Les professeurs indiens ont aucun intérêt à partir de cette plateforme, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ces professeurs indiens gagnent vraiment beaucoup d'argent si on compare à ce qu'ils pourraient gagner en Inde, ou si on compare au salaire moyen ou le SMIC indien, puisque je crois, je l'ai écrit là, voilà, que le professeur indien qui gagne le plus sur la plateforme gagne l'équivalent de 32 000 dollars US par mois, et c'est juste énorme pour l'Inde. Je sais pas si vous êtes déjà rendu en Inde, mais c'est un pays où tout est très très peu cher, donc c'est vraiment littéralement énorme. Et en moyenne, ce qui est quand même déjà énorme, la moyenne des professeurs sur cette plateforme indiens gagne environ 5,5K, donc 5500 dollars par mois, pardon, ce qui est encore une fois énorme pour l'Inde. On vit vraiment extrêmement bien en Inde avec ça. C'est vraiment j'ai envie de dire limite des ultra riches avec ce genre de salaire. Donc les professeurs indiens n'ont aucune raison de partir, et les clients, eux, ont une expérience unique. Encore une fois, il n'y a pas d'autres plateformes qui mettent en relation directement avec des professeurs en Inde. Donc les clients, eux, ont un intérêt qui est d'être au plus près, on va dire, de cette culture et de cette passion qui est le yoga. C'est quelque chose de vraiment très authentique. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau du contrôle, finalement, il y a très très peu de risques que cette startup puisse perdre le contrôle d'une façon ou d'une autre, parce que de tous les côtés, tout le monde est content. Les professeurs, les clients et la plateforme, tout fonctionne vraiment très bien selon moi. Également, la plateforme, cette startup a réussi à mettre en place une belle échelle de valeur. C'est ça qui est intéressant, c'est que au début, comme un petit peu beaucoup de business sur Internet, elle va appâter un petit peu le prospect en lui proposant des choses gratuites, des vidéos, des leçons, des choses comme ça, des cours gratuits. Et puis, au fur et à mesure, elle va avoir une échelle de valeur. Ce qu'on appelle une échelle de valeur, c'est que elle va lui proposer des produits pas très chers au début, puis ensuite, elle va lui proposer des produits de plus en plus chers, de plus en plus chers, de plus en plus chers, parce qu'un client qui est devenu, par exemple, client en payant seulement 10 € a beaucoup plus de chances ensuite, de 6 à 7 fois en général selon les chiffres, de redevenir client, de re-acheter quelque chose chez vous, même s'il a acheté par exemple un petit produit à 10 €. C'est pour ça que généralement on essaye de vendre un truc pas très cher, parce que on habitue le client à sortir la CB sur son business, et ensuite c'est beaucoup plus simple de lui vendre un truc à 100 €, à 500 €, à 1000 €, parce qu'il connaît déjà le process, il est rassuré, il est déjà client chez nous. Donc il y a une belle échelle de valeur, et ça c'est super
super intéressant parce que eh bien ça permet de augmenter extrêmement la rétention, parce que le but encore une fois c'est que les gens, une fois qu'ils sont chez vous, c'est qu'ils restent chez vous. Donc c'est super intéressant, et donc il y a vraiment tout type de cours. Il y a des cours en groupe, il y a des cours avec ses amis, il y a des cours en one-one si vraiment on va être solo. Bref, il y a pas mal de choses et c'est super intéressant. Ensuite, au niveau du scale, est-ce que l'entreprise peut vraiment scaler, aller chercher des gros chiffres? Et bah oui, parce que là c'est tout le jeu de l'acquisition, c'est-à-dire que le but de la startup c'est tout simplement d'aller chercher de la croissance en trouvant de nouveaux prospects, de nouveaux clients surtout. Et donc là, eh bien, c'est super intéressant puisqu'actuellement la startup a déjà une forte croissance. Et ce qu'elle fait également, c'est super intéressant, c'est qu'elle se contente pas de vendre des cours, comme je viens de te le dire, par exemple, un cours en one-one, un cours de groupe, un cours avec tes amis, etc. Elle se contente de vendre des abonnements. Ce qui permet quoi? Bah, tout simplement, encore une fois, tu le sais très bien, d'apporter une récurrence dans les revenus et surtout, eh bien, un engagement. C'est-à-dire que quand tu payes un abonnement, tu as entre guillemets envie de l'amortir. Tu te dis, bon, bah voilà, je paye un abonnement, c'est comme un petit peu sur Netflix. Si tu as payé ton abonnement Netflix, peut-être que tu as envie de bousiller la plateforme et d'aller voir un max de séries. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, ce qui fait qu'on augmente l'engagement, on augmente la récurrence sur les revenus. Ça, c'est super intéressant plutôt que de vendre des séances individuelles où la personne elle va se dire bah, j'en prends une et puis dès que j'aurai le temps, j'en prendrai une deuxième. Il n'y a pas la même pression, on va dire, d'un point de vue psychologique. Que te dire de plus? Voilà, un client rapporte également actuellement entre 36 et 37 fois ce qu'il a coûté à acquérir, donc c'est énorme en sachant que il est amorti en général en 2 mois et que l'acquisition aujourd'hui se fait énormément par bouche à oreille et également par du Facebook Ads. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette base de chiffres et sur une marge à peu près à 40%, il y a énormément de place pour aller chercher de la croissance et d'aider franchement des gros chiffres. Donc ça c'est également super intéressant puisque le bouche à oreille qui fonctionne très bien à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui coûte 0 €. C'est-à-dire qu'en coût de marketing c'est 0 € en acquisition et ça c'est excellent. Également pour le client, ça coûte à peu près 5 fois moins cher que de faire un cours en présentiel. En présentiel, ça coûte 5 fois moins cher en passant par la plateforme, tout en restant chez soi, donc dans le confort de sa maison et tout en étant un maximum flexible parce que on dit l'heure à laquelle on veut vraiment avoir le cours. Et l'avantage, c'est que les États-Unis et l'Inde sont sur 2 réseaux, 2 créneaux horaires qui font que ça matche très très bien pour les plannings parce que quand les Américains sont en soirée, je crois pour les Indiens c'est l'après-midi, donc ça matche très très bien au niveau des timings horaires. Ensuite, au niveau de la délégation, le dernier critère, est-ce que c'est facile entre guillemets de déléguer ou est-ce qu'il va y avoir besoin d'une grosse masse en fait de prestataires, de salariés, d'employés, autre chose comme ça? Oui, parce que finalement cette plateforme ne fait que entre guillemets une mise en relation entre des professeurs et des clients. Donc c'est une plateforme, c'est un site internet qui demande bien évidemment un entretien, une amélioration, de surveiller tout ce qui est technique, de faire en sorte que ça glisse, que ça fonctionne bien. Mais voilà, c'est simplement une application et un site à entretenir. Donc il y a vraiment beaucoup de place pour beaucoup de marge, beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de récurrents tous les mois, tout en ayant des coûts d'entretien et des coûts de structure qui sont relativement faibles et donc des marges intéressantes. C'est encore une fois toute la magie des business sur Internet qui fait qu'on peut aller chercher beaucoup d'argent pour des coûts d'entretien et pour des coûts et des frais fixes et variables relativement faibles. Alors, quelles sont les perspectives de cette startup? Comment on pourrait s'imaginer gagner de l'argent avec ce genre de startup quand on investit dans cette startup en tant que business angel? Tout simplement, encore une fois, c'est assez classique, c'est soit un rachat, soit une IPO, une introduction en bourse, en sachant que, je vais t'en parler tout de suite, en fait, cette startup, My Yoga Teacher, se calque un petit peu sur une autre startup qui a vraiment eu une très très belle évolution et qui a plus ou moins un principe similaire, c'est que cette autre boîte, elle existe toujours, elle a pour mission de mettre en relation des professeurs aux États-Unis avec des élèves chinois, donc en Chine, pour apprendre l'anglais. Et en fait, cette boîte, elle a atteint très rapidement puisque en l'espace de 5 ans, elle a eu une valorisation de 6 milliards de dollars. Donc c'est juste énorme, en 5 ans, 6 milliards de dollars sur finalement le même business model. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que My Yoga Teacher a une croissance qui est plus rapide que cette boîte qui mettait en relation des profs américains avec des élèves chinois. Donc ça, c'est également très encourageant. Et donc j'ai investi dans cette startup My Yoga Teacher, même si au début j'étais réticent quand je l'ai vu. Franchement, j'ai vu le pitch un petit peu et je me suis dit ouais bon, ça je suis pas aligné avec ça, je suis pas client de yoga, moi je comprends rien au yoga, ça m'attire pas du tout. J'ai même l'impression que c'est ça me fait chier. Je suis pas du tout client. Enfin, il faut savoir également qu'il y a une grosse part de clients de yoga qui sont des femmes, qui sont plutôt entre, je crois, 30 et 50 ans. Bref, l'avatar n'est pas du tout le mien. Mais j'ai quand même décidé d'investir parce que je pense qu'il y a vraiment finalement un potentiel après avoir analysé toutes les métriques et m'être renseigné sur le marché du yoga. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Ça permet de diversifier également ses investissements dans les startups puisque j'avais investi pas mal dans les fintech, dans tout ce qui est exchange, crypto-monnaie,
e-commerce, choses comme ça. Donc là, une boîte qui fait un service vraiment assez différent. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai investi sur une valorisation à 15 millions de dollars pré-monnaie, donc avant la levée de fonds. Et voilà, donc ta question que tu te poses maintenant, c'est comment avoir accès à ce genre de deal. Donc moi, il y a déjà deux choses que j'élimine tout de suite. Il y a des gens qui me posent parfois la question sur Instagram et qui me disent Raph, qu'est-ce que tu penses d'investir via les plateformes dans des startups ou qu'est-ce que tu penses de cette startup? Et c'est souvent des startups françaises ou européennes. Il y a deux choses, c'est que j'élimine tout de suite et d'office ce genre de startup. Pourquoi? Concernant les françaises, tout simplement dans un objectif de ROI. Quand tu investis dans des startups, au-delà du risque que tu prends que la startup n'aille pas au niveau, n'aille pas atteindre les objectifs qu'elle espérait, c'est que en France, quand tu regardes historiquement les exits ou les rachats qu'il y a eu, eh bien ils sont bien plus faibles en montant que ceux que tu peux voir aux États-Unis. Donc encore une fois, de la même façon que pour les actions à dividendes ou les actions tout court, il y a plus de performance aux États-Unis. C'est la même chose pour les startups. Il y a beaucoup plus de performance aux États-Unis, notamment sur tout ce qui est rachat en fait aux États-Unis. C'est des montants qui sont vraiment intéressants, des vrais montants. Tu peux faire des vrais multiples lorsque tu vas faire un exit. Alors qu'en France, c'est, j'ai envie de dire, la cour des bébés. C'est un peu insolent de dire ça, mais en tant qu'investisseur, si tu regardes ce qui se passe clairement et que tu veux gagner de l'argent, il faut que tu ailles aux États-Unis. Là, il n'y a pas vraiment longtemps à réfléchir. La deuxième chose concernant les plateformes, c'est que sur les plateformes, généralement, les deals sont pas forcément foufou. Sur les plateformes, on retrouve souvent les startups qui n'ont pas réussi à lever des fonds des façons, on va dire, un peu plus traditionnelles et un petit peu plus classiques. Donc elles viennent sur les plateformes dans l'idée et dans l'espoir peut-être pour certaines d'aller récupérer des fonds d'une façon ou d'une autre. Alors que ce deal-là dans lequel j'ai pu investir et dans lequel j'ai pu avoir une place, c'est pas des deals que tu as trouvé comme ça en allant sur comme je sais pas Le Bon Coin pour l'immobilier ou en allant sur ton broker préféré pour aller acheter des actions en bourse. Non, ce genre de deal, on les trouve vraiment pas de façon très simple. Il faut vraiment passer par des fonds d'investissement, enfin pas vraiment des fonds d'investissement ou du moins plutôt des clubs d'investissement. Et c'est de cette façon en fait que j'ai pu avoir accès à ce deal puisque en fait je fais partie d'un club d'investissement qui régulièrement m'envoie des propositions de startups dans lesquelles investir. Donc il n'y en a pas énormément, il y en a à peu près une dizaine par an qui me sont envoyés. Ensuite libre à moi de choisir oui ou non si je veux investir dans cette startup. Mais en fait la personne qui gère ce club d'investissement, elle c'est son travail à temps plein. C'est-à-dire que toute l'année elle va aller rencontrer des fondateurs, elle va aller aux États-Unis rencontrer dans la Silicon Valley des fondateurs qui lancent leur startup. Elle va analyser des centaines de startups chaque année. Elle va faire un très gros tri. Elle a des critères bien précis, notamment des critères sur lesquels je suis très aligné puisque cette personne qui gère ce club d'investissement se concentre principalement sur des startups technologiques qui ont un rapport avec Internet, des startups qui ont des potentiels de croissance qui sont vraiment élevés et sur lesquels il y a des possibilités vraiment de faire des multiples très intéressants. Donc bref, il y a plein de critères. Le but c'est pas de parler de tout ça, mais l'idée elle est là et c'est pour te dire que ce genre de deal en fait tu n'y as pas accès, on va dire, c'est pas réservé au commun des mortels. Tu te lèves pas et tu trouves pas l'opportunité comme ça, sauf si tu fais partie d'un club d'investissement. Donc si toi aussi ça t'intéresse de rejoindre ce genre de club d'investissement, n'hésite pas, je te mettrai dans la barre de description si tu veux mon email et n'hésite pas à m'envoyer un email pour que je te mette en relation avec ce club d'investissement en sachant que ne me fais pas perdre de temps et ne fais pas perdre de temps à cette personne qui gère ce club d'investissement. C'est quand même quelque chose qui est réservé à une clientèle, à une frange de personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience dans l'investissement puisque contacte-moi uniquement si tu as minimum 15 000 € à investir chaque année et si tu as les 3 000 € pour pouvoir rejoindre ce club parce que tu te doutes bien que ce club également n'est pas gratuit. Il faut régler la somme de 3 000 € chaque année pour avoir accès à ces opportunités, ce qui est entre nous honnêtement une somme relativement faible vis-à-vis de ce que tu peux réaliser en termes d'exit. À comprendre également encore que investir dans les startups, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est très illiquide, tu risques de perdre ton capital, mais si tu fais un ou deux très bons exits, tu vas effacer potentiellement toutes tes autres investissements qui ne se sont pas passés comme prévu et surtout tu vas gagner beaucoup d'argent potentiellement. Donc bref, je suis pas là pour te faire un cours sur les startups, simplement pour te dire que c'est quand même réservé à un public de gens qui ont un minimum de capital à investir, qui se connaissent déjà dans l'investissement. Voilà, si par exemple tu n'as jamais investi dans quoi que ce soit, ni l'immobilier, ni des actions à dividendes, ni dans les cryptos, ni dans je sais pas quoi, tu n'as aucune expérience dans l'investissement, je suis pas sûr que commencer avec les startups ce soit la meilleure des choses. Bref, tout ça pour te dire qu'en tout ça, c'est de cette façon que j'ai pu investir dans cette startup et dans d'autres, puisque cette startup, c'est, je crois, le 5e ou le 6e investissement que je finalise, je sais même plus. Donc, voilà, si tu as encore des questions sur quoi que ce soit, les startups, cette startup My Yoga Teacher ou quoi d'autre, ou si tu veux voir les autres startups dans lesquelles j'ai investi, il suffit de te rendre sur clubmillionnaire.fr et sur la page d'accueil, tu pourras découvrir un résumé des startups dans lesquelles j'ai déjà investi dans le passé. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir quand on voit qu'il y a des gens qui s'abonnent. Un petit like, pose-moi tes questions. Et si tu veux rejoindre ce club d'investissement, je te mets tout dans la barre de
description. Merci à toi de m'avoir écouté. J'espère que demain mon vol va m'accepter. J'espère qu'ils vont pas me refuser l'embarquement cette fois-ci pour une raison loufoque. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.